Le F, un pas de casque, est propulsé par service d'outils FGL, votre stratégie gagnante pour les produits Makita, DeWalt et Milwaukee. Vendredi 6 mars, mon nom est Martin Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Australie 2026, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, on tentera de vous fournir le plus d'informations possible afin que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps d'aller rejoindre notre collaborateur du vendredi. Il est très tôt ce matin ici à l'heure du Québec et vous pourrez peut-être le ressentir dans sa voix. Il est 6h30 AM chez nous. Donc, François Goulet, qui est descripteur analyste des courses de Formule 1 ainsi que d'endurance pour la GTCQ.tv, mais il est avant tout un pilote pour nos amis de la team FSR. Je vais te le dire, bon matin, François Goulet. Bon matin, Martin. Content d'être là pour la première officielle de l'année. Désolé pour ma voix. Je suis présentement justement dans ton patelin. Puis j'ai eu Oui, c'est une le fun. semaine intéressante, mais j'étais à un endroit où il fallait parler fort pour se faire entendre. Puis ça l'a taxé ma voix. Mais j'espère que je vais être capable de livrer la marchandise puis de livrer le message aujourd'hui. Là. Mais c'est pas si pire. C'est pas si pire. Ouais, alors un podcast en pyjama. Puis en plus, Ouais, tu le dis, c'est ça, c'est probablement l'enregistrement qu'on va faire le plus près. Parce que normalement, tu es à Québec, puis ouais. là, tu avais affaire dans la région de Montréal. Puis là, on vient d'apprendre qu'à Montréal, ben, il faut que tu parles fort pour te faire comprendre. Fait que- C'est vrai, c'est vrai. Mais là, je vais essayer de faire ça un petit peu plus doux. De toute façon, ça va être une petite entrée là, relax pour le début de l'année pour nos Ben auditeurs, oui. mais content de te retrouver toi, content de retrouver tout le monde. Puis la saison des F1 s'annonce palpitante et très inconnue. Ben oui, on dirait que il y a eu quelques semaines d'essais, puis Mhm. on dirait que ça fait déjà 3 mois que ça roule parce qu'il y a tellement eu de nouvelles d'actualité, tellement eu de rebondissements, puis on n'est même pas encore arrivé à la première séance de qualification qui risque de nous réserver beaucoup de surprises encore. Mhm. Les équipes, du moins, s'en attendent. Et puis là, on regarde pour le Grand Prix de dimanche, encore une fois, il y a beaucoup d'incertitudes face à cette nouvelle technologie, face à ce nouveau vocabulaire aussi qu'on va Ouais. essayer d'aider nos auditeurs le mieux qu'on peut à se familiariser avec les nouveaux mots que vous devriez entendre à la télévision. C'est sûr qu'il y a le langage anglophone, il y a le langage Mhm. francophone, mais on va essayer de vous faire un lien entre ces mots-là. Avant qu'on saute un petit peu justement dans le week-end de course, comme on le fait, comme la formule le veut Mhm. déjà depuis un certain temps, puis qu'on décortique un peu ce qui s'est passé pendant les essais, qu'on regarde un peu les trajectoires techniques, bien sûr, présentées par nos amis de chez Service d'outils FGL. J'ai envie de commencer avec l'actualité avec toi ce matin, comme on l'a Mhm. toujours fait. Puis il y a des sujets quand même qui ont retenu l'attention. On peut pas passer à côté de celui de l'histoire du fameux moteur Mercedes avec le ratio de compression. On en a parlé déjà en long et en large dans notre épisode entre deux saisons. On l'a fait aussi dans le retour sur la pré-saison. Et là, on a eu des développements au cours des derniers jours. C'est-à-dire que la FIA a tranché, ou plutôt ses membres de l'organisation des motoristes là, ont décidé de dire que le PWAC, là, que tu sais que t'aimes bien ça quand je l'appelle comme Ouais, j'ai ça, adoré ça. donc le PWAC a tranché que Mercedes devait changer sa formule ou du moins se conformer. Si on continue de prétendre du côté de Toto Wolff que tout est légal, ben à ce moment-là, il n'y aura pas d'ennui pour Mhm. eux, sauf que à partir du 1er juin 2026, ça donne 7 courses, parce que c'est toujours ça qu'on se demande. Hein? Je Ouais. me rappelle la dernière conversation qu'on avait eue, notre collaborateur Simon avait parlé de mémoire, ça donnait 1er août, ça donnait peut-être 11, Mhm. on trouvait que c'était beaucoup. 12 Sept, courses, je pense, quelque chose comme ça. quelque chose comme ça que je trouvais que c'était pas mal. Même 7, certains diront que c'est Ouais. beaucoup. Mais là, à partir du 1er juin, la différence qui va changer, c'est qu'on on testera plus les ratios juste à froid. On va aussi effectuer un test à 130 degrés Celsius. Comment qu'on a réussi à le faire? C'est quoi qu'on a développé du côté de la FIA?
On le sait pas, sauf que c'est la date butoir parce qu'à partir de là, ben, les moteurs pourraient être jugés illégaux. Puis en plus, ben, on sait déjà qu'on a une grande partie de la grille qui est propulsée par Mercedes. Bien sûr, l'écurie elle-même qu'on connaît sous le nom Mercedes. Ensuite, il y a Alpine, les tout nouveaux joueurs avec eux cette année. Ensuite, on a McLaren, bien sûr, qui est Mhm. une écurie importante, et Williams. Donc, il n'y a pas de... On n'a pas le résultat des votes, mais on peut se douter que ces écuries-là où c'est le motoriste n'a pas voté contre son moteur. Mais du côté de Red Bull, c'est plus là qu'on regardait savoir si eux le font aussi. Si eux auraient décidé de dire non, on continue là-dedans, il n'y a pas de problème. Le fait qu'on a décidé de s'entendre pour changer la formule de vérification, ben, on peut comprendre que Red Bull a aussi décidé de joindre le Audi et Ferrari dans ce vote-là. Mhm. Tout à fait. Ben, dans le cas de Red Bull, on n'était pas certain, puis ça Mhm. semblait pas les affecter beaucoup, hein. Ils n'avaient pas l'air stressés bien de devoir, on va dire, se plier à quelconques exigences. Dans le Mhm. cas de Mercedes, bon, on parlait 7 courses, 12, peu importe. Une, c'est déjà trop Ouais. si quelqu'un triche. Là, maintenant, la différence avec ça, exemple, une histoire comme Ferrari il y a quelques années, c'est que Mercedes a du temps pour s'adapter. Mhm. Et en bout de ligne, ils vont le faire. Et on ne le saura probablement jamais, à moins qu'il y ait vraiment une diminution de performance marquée qu'on est capable de mesurer sur la majorité des équipes qui utilisent le moteur. Mais je trouve ça bien que plutôt que tard, hein, comme ça, si jamais il y avait vraiment illégalité dans le cas de Mercedes, eh bien, on va avoir une saison un peu plus, comment dire, un peu plus nette, un peu plus honnête. Mais tu sais, j'ai comme l'impression qu'il faut probablement que c'est le cas. Et puis, bon, on va les voir, ils vont devoir s'ajuster, mais en même temps, il y a tellement de développement qui va arriver que ça va peut-être s'équilibrer en bout de ligne. Fait que content pour ça. Au moins, pas de zone grise parce que si, mettons, il y avait un avantage pardon, marqué du côté de Mercedes et qu'il y avait championnat en bout de ligne, eh bien, il y aurait peut-être un tollé là, de fait, puis ça pourrait ternir le championnat, peut-être le premier championnat de George Russell, on ne sait jamais. Là. Mhm. Ben, j'ai envie de te dire, euh, le meilleur des scénarios serait probablement qu'en Australie, premier Grand Prix de la saison, j'irais même jusqu'à la première séance de qualification que ça ne soit pas une voiture propulsée Mercedes. Oui, ça serait intéressant. Je pense que ça serait le meilleur scénario pour l'image de la F1, la FIA et puis toutes ces choses-là. Puis comprenez-nous bien, les gens qui nous écoutent, les auditeurs, c'est pas nécessairement c'est- tu sais, tricher, il y en a qui vont vers là, il y en a qui vont pas vers là, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Mais le fait qu'on avait mentionné dans le règlement que au moment de la compétition, le ratio doit rester le même, celui de 16,1, et Mhm. que on croit que celui de Mercedes changerait lors de la compétition lorsqu'il devient à chaud, mais le fait que le règlement stipule que ça ne devrait pas arriver, c'est une façon de contourner le règlement. Là, maintenant, est-ce que Mhm. c'est triché ou pas triché? Ben là, certains pourront l'interpréter comme ils veulent, mais du moins, c'est un désavantage pour les autres. Et puis là, on a trouvé le terrain d'entente de dire on va modifier ça comme tu le dis, s'il fallait que George Russell gagne un premier championnat, ou même Kimi Antonelli, ou Mhm. même les McLaren, tu sais, Oui, c'est s'il y vrai. a un autre championnat pour Norris ou pour Piastri, ben, cette conversation-là reviendrait constamment. Puis on va le voir là, jusqu'au mois de juin, là, si Mercedes se met à gagner, on Mhm. s'échange les victoires avec McLaren et Mercedes. Et c'est sûr que ça va être un sujet de conversation qui va revenir constamment. Puis on va constamment rappeler, est-ce qu'ils vont rester aussi forts jusqu'au 1er juin? Dans le même type de scénario qu'on a eu avec les fameux ailerons flexibles ou hyper flexibles Oui. l'année dernière. C'est un peu plate de retourner là-dedans du côté de la FIA, mais on a un peu créé notre lit nous-mêmes, là. On aurait dû mieux écrire les règlements ou mieux encadrer ce genre de vérification-là face à quelque chose qui se retrouve, qui est très important non seulement dans le niveau de performance, mais aussi dans le niveau d'énergie là, ou d'essence qu'on va utiliser. Parce que si notre Surtout compression, ça. ouais, si notre compression est plus efficace, ben à ce moment-là, on pourrait décider de mettre un peu moins d'essence à bord. Mhm. Puis on sait des kilos en F1, surtout dans une nouvelle réglementation où ce que tout le monde cherche à alléger les voitures. Et c'est sûr que ça pourrait être le nerf de la guerre aussi, pas nécessairement la performance qu'on va chercher, mais aussi le poids qu'on est capable de réduire avant une épreuve ou avant même des séances de qualification. C'est peut-être comme ça qu'ils l'ont soupçonné d'ailleurs, parce Mhm. que, mettons,
À l'instar, puis j'évoquais Ferrari il y a quelques années, lorsque les autres consommaient un petit peu plus d'essence, ils avaient une voiture plus lourde en essence. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Là, maintenant, Oui. si eux autres mettent tout exemple, je vais dire des chiffres arbitraires, là, 100 litres et les autres en mettent 90, ben là, il y a un petit drapeau qui va se lever. Donc, c'est peut-être comme ça qu'on a soupçonné. Je ne sais pas si quelqu'un a remarqué quelque chose, mais je me suis toujours posé la question, comment ils en sont venus à la conclusion que peut-être Mercedes faisait ça? Comment les autres équipes ont pu soupçonner justement Mercedes? Donc, c'est peut-être la raison, le niveau d'essence mis. Il y a Ouais. peut-être quelqu'un qui a remarqué quelque chose. Et ça, de toute façon, on ne peut pas mentir ou cacher ça. Ça, puis le transfert de personnel. Il y a tellement de personnes qui C'est travaillaient vrai. chez T'as raison. Mercedes qui sont allées travailler chez Red Bull, chez Red Bull Ford, maintenant dans ce partenariat-là. Mhm. Puis un peu partout, qu'à longue, ça se parle, on demande à la FIA, ah, regarde lui, regarde lui. Aussi, à ce travail-là, en coulisses, c'est constamment en train de pointer du doigt les adversaires. Puis là, bon, on n'a jamais vraiment pris la main dans le sac, Mercedes, mais je trouvais qu'au début, on se défendait pas trop du côté de Toto Wolff. C'était comme si on pensait que ce qu'on avait fait, c'était pas grave. Puis là, plus que la soupe s'est réchauffée. Mais Ouais. là, on dirait que, oh, ben là, non, on fait pas ça. Ben là, puis on a essayé plus de le cacher, de le camoufler, de dire que c'était pas si grave que ça. On se rappelle qu'il y a une journée que les Mercedes n'étaient même pas sortis pour faire des essais à Barcelone. C'était correct, là. Il y avait des horaires qui étaient en ligne, mais ça tombait à point pendant que je te dirais que la marmite était vraiment à son plus chaud. Ben, du côté de Mercedes, on se tenait très tranquille là, en piste pour pas trop attirer l'attention. Mais là, on aura pu à se cacher. On va Mhm. plutôt tenter de profiter de ce qu'on a entre les mains d'ici le 1er juin. Un autre règlement qui rentre en vigueur ou qui ne rentre plus en vigueur, on peut l'interpréter comme on veut, Ouais, c'est le fun. c'est l'histoire des deux arrêts du côté de Monaco. Mhm. Ça avait été un fiasco, là, on va se le Ah oui. dire. Ah, Sauf Seigneur. que je reste, je reste dans l'école de pensée que ce- ce- cette nouvelle procédure-là pourrait bien se prêter à d'autres endroits et Ouais. rendre de fiers services au spectacle. On l'a essayé à Monaco, on le sait, il n'y a rien de pareil à Monaco. Ça n'a Mhm. pas fonctionné. Ça a été de l'anti-course, on se rappellera là, notamment en mémoire, j'ai les Williams, puis même James Oui. Valls qui s'était excusé après pour dire pas genre, c'est pas comme ça qu'on veut courir, mais c'était la meilleure façon pour nous. C'était Carlos Sainz rentrait au Ouais. puits, ressortait, après ça, laissait les autres, retardait tout le monde Mhm. sur le peloton pour que Albon puisse faire des erreurs. On avait même poussé ça plus loin. Je pense que Sainz, parce qu'on devait utiliser des trains de pneus obligatoires, arrêter deux fois. Je pense que Sainz avait même fait ses deux arrêts en dedans de deux tours pendant qu'Albon retardait tout le monde. En tout cas, c'est tout ce qu'on voulait pas voir, puis c'est tout ce qu'on s'attendait pas en imposant ce règlement-là. Mais là, il y en a. On dit qu'on va pas reconduire l'expérience cette année. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Moi, je dis que c'est une bonne nouvelle. La seule chose qui me dérange avec ça, c'est de dire, est-ce qu'on va tout simplement enlever, balayer ça du revers de la main puis dire on fait plus ça jamais ou on va quand même garder ça dans notre poche pour dire que hey, c'est une carte qui pourrait nous être utile ailleurs. Bien, on en avait discuté surtout pour Singapour, Ben oui, exemple. Parce que, puis, ce qui avait ressorti de ça, c'est qu'à Singapour, tu ne pourras pas bloquer quelqu'un pour ne pas qu'il passe. Monaco, c'est exact. vraiment une situation très unique. À Abu Dhabi, moi Je je ne peux pas l'aurais dire mis. très unique, c'est juste unique, tout simplement, mais Ouais, en bout de ligne, tu bloques quelqu'un, il ne pourra jamais passer. Là, les voitures sont un peu plus étroites, en même temps avec la différence d'énergie, etc. On va peut-être avoir un Grand Prix de Monaco un peu plus intéressant. Enfin, ça, on oui. en reparlera rendu là, mais je suis d'accord avec le fait d'enlever ça parce que si il n'y a pas de différence en bout de ligne en termes de dépassement ou quoi que ce soit. On ne voudrait pas revoir ce qui s'est passé l'année dernière parce que c'est un fiasco. Donc, moi, je suis d'accord avec ça, mais je suis pour l'essayer dans d'autres circuits comme Singapour. T'en évoques Abu d'autres. Dhabi, Ouais, c'est ça. Donc, oui, ouais. exactement, parce qu'Abu Dhabi en est un autre. Donc, et on pourra en trouver peut-être trois, quatre autres, là. Donc, moi, j'aime ça. En fait, je veux juste que la compétition soit bonne. Donc, c'est pas parce que ça n'a pas marché à quelque part. C'est un peu comme les courses sprint. Il y en a des bonnes à droite, il y en a des mauvaises à gauche. Mhm. Bon, mais c'est pareil, ce règlement-là. Enlevons-le pour Monaco parce que c'est un désastre, puis ça a été prouvé, mais ailleurs, essayons-le. Puis Singapour serait pour moi le meilleur essai. On va enchaîner notre prochain sujet avec la phrase que tu viens de dire. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné quelque part. Ben, Jack Doohan, qui est de retour sur la grille, puis Mhm. avec l'écrit As, ça a super bien tombé. As a décidé de signer tous les papiers puis d'officialiser ça juste avant le Grand Prix d'Australie. On se Ben rappellera oui. que Doohan est un Australien. Donc, Mhm. beaucoup de marketing pour vendre de la guenille, pour vendre des chandails. Du merch, Ah, comme c'est on dit. ça. C'est une grande bataille, hein. Là, maintenant, en plus, on a 11 écuries sur la grille qui veulent vendre leurs C'est vrai. marchandises. Donc, Mhm. c'est pas juste des bagarres en piste ou des bagarres dans les puits. On a aussi ces bagarres-là dans les fameux petites concessions alentour d'un tracé. Eh bien, Jack Doohan
qui est de retour sur la grille. Ça a été compliqué pour lui ses débuts en F1, on se le rappelle. Moi, toutes les fois que je repense à lui, c'est le fameux, tu te rappelles, là, c'est du côté de Suzuka où il Oui, a pas l'aileron moto, je pense, il y a à 2 secondes. toutes les fois. Pour moi, c'est le fait saillant de sa carrière, malheureusement, de ne pas avoir fermé son DRS, puis d'avoir, Mhm. on a vu, en tout cas, il a donné un bel exemple à tout le monde pourquoi on referme le DRS en virage, puis pourquoi on Ben a oui. besoin. Puis Non. c'est tellement à point dans la nouvelle technologie qu'on voit de la fameuse formule, tu sais, ligne Mhm. droite, où ce que, on est capable de fermer notre aileron en arrière et d'ouvrir ou fermer, dépendamment comme vous voulez dire, puis l'aileron en avant. Donc, c'est un peu ce que Dwayne était précurseur là-dedans, puis de montrer que on n'a pas besoin d'avoir nos ailerons dans la ligne droite. Sitôt qu'on s'engage dans un virage, on fait pas long feu si on laisse ça ouvert. Mais tout ça pour dire, il est de retour sur la grille. Je l'ai vu en entrevue. C'est un gars brillant, c'est un gars très intéressant à écouter. Son analyse de course aussi. Il était à la télévision justement pendant les essais libres. Puis c'était le fun de voir à quel point que pour un gars qui vient de remettre les pieds dans les paddocks, déjà les questions qu'on lui posait sur les nouvelles voitures, le temps qu'il a fait en simulateur, tous les changements qu'un pilote doit apporter à leur ADN de pilote, à tout ce qu'ils ont entendu ou appris depuis qu'ils sont tout jeunes. Là, on est obligé de changer ça, on en reviendra tantôt, mais quand Mhm. même de revoir Doohan sur la grille. Certains diront, Flavio Briatore, pour ne pas le nommer, 6 courses en Formule 1. Si t'es bon, t'en as assez pour montrer ce que tu sais faire. C'est peut-être vrai. Je veux pas contrarier Flavio, sauf Ben que là, dans la situation que Doohan a eue, où ce qu'il avait déjà son remplaçant, qu'il regardait sur les lignes de hmm, côté, c'était pas la meilleure pour un jeune pilote. certainement. Mais Doohan, on le savait d'entrée de jeu. On parlait déjà de Colapinto avant même que Doohan ait fait sa Ça. première qualif. On pensait bien que ses jours étaient comptés. Puis Colapinto, en bout de ligne, n'a pas montré mieux que Doohan dans le Non. restant des courses, mais on parlait que probablement plus de commandites, etc. Donc, dans le cas de Doohan, ben, peut-être une deuxième chance, sait-on jamais, s'il y avait un blessé, ben, on ne souhaite pas là, un cahier de blessés pour Haas, mais bon, pilote de développement, pilote de remplacement. En même temps, Haas, équipe américaine, là, ils ont de la compétition pour vendre, comme tu dis, de la guenille ou de la Oui. merch avec Cadillac. Donc, il faut qu'ils aillent chercher un autre bassin de population à rejoindre. Mais Doohan, je trouvais ça un peu cruel pour lui, ces 6 courses-là, sachant qu'il allait déjà se faire remercier. Là. C'était vraiment écrit dans le ciel. Je pense que personne n'en doutait. Donc, bon, tu sais, c'est un bon pilote. C'est un gars qui a un bagage de course. Son père était pilote extraordinaire de moto, lui, dans Oui. son cas, mais ça reste que c'est une famille de vitesse. Donc, de le voir encore là parce que j'ai trouvé ça décevant pour lui. Je trouvais ça un peu injuste. C'est le mot que j'ai utilisé, c'est injuste dans Oui. le cas de Doohan. Il aurait dû avoir un peu plus de temps pour se prouver. Je pense une dizaine de courses. Je me demande si c'est pas ce que Nick DeVries avait eu, une dizaine de courses pour se prouver. Quelque chose comme Es-tu ça. rendu à 10? Je le sais, peut-être 9. Il me semble 9, que hein? c'était, je sais plus trop, mais il me semble Ouais. que c'était dans ces eaux-là. Mais c'est, Ça nous prendrait Simon dans ce temps-là pour nous dire. mais ça se peut. Peut-être qu'il est allé jusqu'à 10, mais dans ce temps-là, on trouvait que c'était pas assez pour DeVries aussi. Mhm. Mais DeVries, la différence, c'est que c'était un gars de 28 ans quand il est arrivé en F1. Ouais, Oui, il y c'est avait vrai. déjà un championnat de F2 sous la cravate, il y avait déjà un championnat de Formule E, mais c'est son âge, moi, que je faisais toujours référence. Je pensais que DeVries pourrait arriver en F1 puis Mhm. probablement faire sa place plus rapidement à cause de sa maturité puis de ce qu'il avait déjà accompli ailleurs. Puis on l'a vu, ça nous a rappelé à quel point c'est 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 imposant la marche entre les autres séries et la série de la F1. Et puis ça s'est pas fait aussi facile que ce que j'aurais pu croire quand il est Mhm. arrivé là. Mais du côté de Doohan, lui, c'est un jeune pilote, même s'il était plus vieux de la QV. Tu sais, je pense qu'il avait déjà son 21 ou 22 Quel ans. âge? Peut-être OK. 23. OK, En ouais, tout cas, OK. ouais, peut-être qu'il en Il a l'air, avait. il a l'air mature, hein, il avait l'air C'est quand même. ça, mais il était un peu plus vieux que les autres, mais rien à voir avec The Vries, sauf que les circonstances. Puis en plus, on voit là, je veux pas trop parler de Drive to Survive aujourd'hui. Tu sais, les gens se demandent, vont-tu parler de ça? La raison pourquoi on le fait pas, c'est que c'est pas tout le monde qui l'a écouté C'est encore. vrai. Puis je pense que c'est une bonne façon aussi de respecter les auditeurs, de dire si vous n'avez pas eu le temps, vous avez été occupé. On en parlera de Drive to Survive. On en Mhm. fera des liens d'ici la saison. Si vous voulez savoir nos commentaires, parce que vous avez été nombreux à nous avoir écrit, tu sais, comment avez-vous trouvé la saison, qu'est-ce que vous avez pensé de ça. Mais par respect pour tous les auditeurs, on va attendre un petit peu avant de se lancer là-dedans. Sauf que je vais faire une petite parenthèse sur Doohan qu'on voit à un certain moment dans la série qu'il recevait des menaces à la fin chez Alpine. Là. Puis quand je dis à la fin, c'est quasiment au début parce que c'est tellement Ouais. proche. Le début et la fin étaient très près. Mais il recevait des menaces aussi. Et donc, les circonstances
était vraiment, vraiment pas l'idéal pour un jeune pilote. C'est pas ce qu'on souhaite, du moins, lorsqu'on amène des jeunes talents dans une nouvelle série aussi compétitive que la Formule 1. Donc, bien content de le revoir là et d'avoir une autre chance. Puis, il y a un autre que je suis content qu'il va avoir, on peut dire, on peut retourner à où ce qu'il était, c'est Alex Dunn, le pilote irlandais. Tu te rappelles, il avait fait Mhm. sensation Ouais. l'année dernière en essai libre. Oui, Spielberg, je pense. je pense que Ouais, il oui. me En tout semble cas, que c'était à Spielberg. Ouais. c'était dans une McLaren. Il avait fait des temps qui ressemblaient vraiment aux pilotes de l'écurie. C'est pas ce qu'on voit normalement lorsqu'on laisse une recrue essayer d'aller en essai libre 1, le temps de se familiariser avec la piste, la voiture, toute l'ambiance autour de la Formule 1, puis d'arriver puis de faire un des meilleurs temps. Donc, il avait retenu l'attention assez pour que il décide de résigner son contrat avec l'écurie Orange Papaye, dire, ouais, il n'y a pas vraiment d'avenir chez vous, pas en performance, mais dans le fait que vous avez deux méchants Ben bons oui. pilotes. Donc, je pense pas qu'il y ait un siège qui va s'ouvrir de sitôt. Et puis, il a décidé de s'en aller du côté de Red Bull. Ça n'a jamais été officialisé parce que cette signature-là, qui a été faite par le docteur Marco, a finalement été déchirée par quelqu'un de plus haut. Puis on a remboursé Alex Dunn avec des compensations, puis on a dit, bon, nous autres, on n'a pas besoin de toi. Ce qui était vraiment étrange comme situation, ce qui était vraiment pas correct non plus pour le pilote, parce que tu viens de laisser un emploi que tu avais sûr avec une très Mhm. bonne écurie. Oui, comme je le disais, c'est pas nécessairement que tu avais une porte qui allait s'ouvrir à toi demain matin, mais quand même, il y avait un siège, il y avait un endroit où ce qu'il pouvait développer et se faire voir pour sa carrière plus tard, mais finalement, il est obligé de se retourner de côté. Et puis, qui a toujours besoin des nouveaux jeunes pilotes pour mettre la pression sur ces pilotes qui sont déjà en place? Qui d'autre que Flavio Briatore et Alpine? On vient d'en parler. Mais il a dit, bah là, ça allait être trop calme du côté de Colapinto. J'ai personne à y mettre, là, C'est quand vrai. il se regarde dans le miroir, il voit juste son reflet à lui. Puis ça, Flavio, il aime pas ça. Il veut que Franco voit un autre pilote dans le miroir aussi. Et là, il verra l'image de Alex Dunn. On risque d'en parler beaucoup au cours de l'année parce que si ça va pas nécessairement bien du côté de Colapinto, on multiplie les accidents, les coups, toutes ces choses-là, ben, vous pouvez parier là, déjà là qu'on va parler du jeune Irlandais comme un possible remplacement en cours de saison. De ton côté, je sais que tu n'as peut-être pas eu nécessairement la chance de le voir beaucoup, mais si on y va de la solidarité d'un pilote à un autre, c'était pas vraiment correct non plus ce qu'il a vécu, donc de le revoir revenir avec une écurie. Moi, je suis vraiment content de ça, que ça se termine quand même bien pour lui, là. Oui, ben simplement dans l'optique, comme tu l'as évoqué, d'avoir abandonné ou quitté une écurie pour une autre, et là, de se faire dire que ça ne marchera pas, ben là, tu te retrouves un peu. Tu quittes ton emploi pour en avoir un autre, et finalement, on dit non, tu ne peux pas travailler pour nous. Ben là, tu te retrouves sans emploi en tant que tel. C'est bien pour Don parce que on sait que les volants sont limités en Formule 1 et que les pilotes de talent, ce ne sont pas tous les pilotes de talent, même ceux qui l'ont, qui vont se rendre en F1. On peut penser à des Drogovic, anciennement aussi à Callum Ilott, il y a quelques années, et j'en passe là, des noms de jeunes qui auraient dû se retrouver en F1 ou qui ont remporté des championnats de F2. C'est pas le cas de Don, là, mais, et qui n'ont pas de volant F1. Donc, se trouver une niche, surtout Alpine, la porte semble quand même assez grande ouverte là, pour un pilote qui démontrerait on va dire, de la vitesse en simulateur, en essai libre, le cas échéant. Et Colapinto, eh bien, bon, on se disait l'année dernière, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il ne va pas rester? Là, il reste, puis c'était comme solide qu'il allait faire l'année. Mais là, c'est plus incertain, mais en même temps, lequel des deux, entre Don et Colapinto, amène le plus de commandites? Ça avec, ça va rentrer en ligne de compte, mais comme tu le dis, Scalapinto brise pour plusieurs millions de dollars. Si tu amènes 10 millions de commandites, mais tu brises pour 15, le calcul est simple. Surtout dans la nouvelle réglementation, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas Ah négliger. oui, 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 On oui. a besoin de cet argent-là pour développer et non Exactement. reconstruire. Donc, on pourrait terminer en disant qu'on espère un jour que Alex, on lui donne une chance. Euh, Mhm. ça, c'est trop tôt pour toi, ça. Tes jeux de mots à cette heure-là, ils rentrent pas. Non, c'est ça. Désolé. Bon, ensuite, si on enchaîne, pénalité de Valtteri Bottas, on en a tellement parlé, ça a fait couler de l'encre. Le fait qu'il va Mm. traîner une pénalité de 5 places pour ce qu'il avait commis lors de son dernier Grand Prix avant de revenir, mais Ouais. c'était ça. Son Grand Prix à ce moment-là, il était du côté de l'écurie. Stack Saber, il avait eu un contact, si je me rappelle bien, c'était avec Kevin Magnussen. Magnussen, ouais. Il n'est plus là non plus. Ouais. Puis finalement, ben, c'est au Grand Prix d'Abu Dhabi, dernier de la saison, avait jamais remis les pieds sur la grille. Et puis là, il y avait un règlement qu'on avait changé de dire que maintenant, quand ça date plus que 15 mois, un peu plus d'un an, ben, les pénalités
ne se traîne plus, ça s'efface. Mais on avait dit, cette règle-là a rentré en vigueur après que Bottas avait eu sa pénalité, donc on disait ça ne devrait pas s'appliquer. Puis là, il y a eu des gens qui disaient qu'il serait pénalisé, et d'autres qui disaient qu'il ne serait pas. Du côté de la FIA, on dirait qu'on a laissé cette grande zone grise-là s'étirer pour finalement arriver à minuit moins une avant le début de la saison. Puis là, tu regardes, puis tu regardes le classement, et tu te dis, Valtteri Bottas n'a plus aucune pénalité attachée à son nom. Elle a disparu comme ça pendant la nuit. Donc, ben, c'est une méchante bonne nouvelle pour lui, Hmm. pour Cadillac, parce que déjà là, ça n'a pas été facile la pré-saison du côté de la nouvelle écurie américaine, on se le cachera pas, d'avoir 5 pénalités, 5 places sur la grille en plus. Déjà qu'on a des chances de ne pas partir dernier avec les Aston Martin C'est vrai. qui sont c'est un cauchemar. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Bottas, bonne nouvelle pour Cadillac. T'en penses quoi, toi, la façon qu'on a géré ça? Ben, j'étais d'accord lorsqu'on en a discuté dans nos entre-deux saisons avec Simon Oui. que le délai entre l'événement et l'application de la pénalité, tu sais, il devrait avoir, mettons, comme ça. Il y a une saison qui s'est passée. Un des deux pilotes n'est plus là. On n'est plus la même équipe. Écoute, ça fait longtemps, là. Donc, moi, je suis d'accord avec ça. Puis, on part tous à neuf. En même temps, comme tu dis, Bottas, bon, là, il partira peut-être pas dernier. Pas loin de là. Mais en bout de ligne, là, non. Je trouve que c'est un règlement qui s'applique bien dans la mesure où après un an, on va dire, là, on n'en parle plus, puis c'est raisonnable. Il a été chanceux d'une certaine façon. Puis Oui. je dis pas chanceux à cause qu'on lui enlève la pénalité. Mais imagine que Cadillac aurait décidé d'opter pour quelqu'un d'autre parce que le fait que lui, si je le signe, déjà là, la première fois, il me coûte 5 places. Tu sais, je Mhm. te dis pas que. Tu vas sûrement me dire, ben, si c'est juste ça qui fait qu'une écurie ne te prend pas, tu n'avais pas grand chance en Ça, partant. c'est Mais vrai. je me mets dans les souliers d'un jeune pilote. Dont un gars comme Jack Doohan, où ce que tu sais que ben, tu fais les plus puis les comptes, puis quand tu as une jeune carrière qui est vraiment pas à l'image de celle de Bottas, les plus puis les comptes, là, il n'y en a pas beaucoup. Là. C'est un calcul qui n'est pas très long à faire. Mais la pénalité de 5 places qui vient avec la signature d'un contrat, lui, je m'en vais le chercher. Non seulement je suis pas certain, par plus, il me coûte 5 places à la première position. Je comprends qu'on a mis ce règlement-là en place à un moment donné pour pas que ça vienne défavoriser justement des pilotes qui ont peut-être ça d'attaché à eux. C'est sûr que les pénalités sont là pour une raison. Normalement, c'est parce que tu as commis une infraction, puis tu Mhm. devrais la payer. Sauf que du moins, Bottas, au moins, avait une belle carrière, avait un beau CV. Ça n'a pas dérangé Cadillac, où on le savait très bien. Peut-être de la part de Cadillac, on réussirait à faire du lobbying, à négocier, à faire tomber ça. Peut-être qu'on croyait que ça arriverait plus vite que juste avant que la première épreuve de la saison commence. Mais quand Mhm. même, une chose est sûre, soyez pas surpris. Si jamais Valtteri Bottas se retrouve à la fin de la grille, ça aurait été pour ses performances et les performances de la Ouais. voiture et non pour la collision qu'il avait fait à Abu Dhabi il y a déjà de ça plus d'un an, Oui. bientôt 15 mois. Une belle nouvelle en terminant sur l'actualité. Je trouve ça le fun de voir des commanditaires qui sont déjà implantés en Formule 1, qu'on voit très bien affichés sur des voitures de premier plan, décider de repousser leurs offres, mais aussi de dire on veut rester au moins jusqu'à 2030. Je parle du côté de Oracle avec Red Bull. Oracle qui est une compagnie de technologie, de systèmes informatiques, Mhm. d'intelligence artificielle. Donc lui, on avait signé un contrat dans le temps, c'est plus de 300 millions pour 5 ans. Et là, on a décidé de reconduire avec une offre pluriannuelle. On ne sait pas le montant, mais on peut se douter, François, que c'est plus que les 300 millions qu'on avait donnés il y a de ça 5 ans. Normalement, dans la vie de tous les jours, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas grand-chose qui est réduit là, dans les Non. prix. Fait que, disons qu'on peut s'avancer puis dire que probablement on est allé solidifier une entente qui va être plus longue que ça et probablement plus coûteuse que ça. Et il y a aussi Visa, qui est très visible non seulement sur les voitures Red Bull, mais aussi sur l'écurie qui s'appelle Visa Cash App, un nom épouvantable. On les appelle Racing Bulls ici parce que c'est le nom qu'on nous recommande, c'est le nom qu'on veut, qu'on préfère aussi et Oui. de loin. Plus simple. Donc, on a reconduit l'entente avec l'écurie junior, mais aussi Visa va aussi développer un partenariat avec l'Académie. Donc, probablement, on va les voir en F1 Academy et aussi dans la Red Bull Junior Academy. Donc, c'est vraiment un partenariat qui vient s'étaler partout, partout avec qu'est-ce qui est Red Bull et course automobile. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour le sport. Ça montre que le sport est encore en santé. Et malgré un peu la mauvaise presse qu'il y a eu dans les essais précédents avec toute cette nouvelle technologie-là, ben, on voit quand même des grosses entreprises qui n'ont pas peur de garrocher des centaines de millions de dollars et de mettre une signature au bas d'un contrat qui les attache en F1 pour plusieurs années. Ça démontre beaucoup de confiance aussi en Red Bull, parce Mhm. que Red Bull a pris un virage Oui, avec Ford. tu sais ça avec Ford et tout ça. Donc, euh,
Oracle, c'est le commanditaire principal, c'est le plus gros logo qu'on voit sur la Red Bull. Visa, pareil pour la Racing Bull. Donc, belle confiance. Euh, c'est- Est-ce que la F1 va perdre des plumes avec ces nouvelles réglementations-là? Personnellement, j'en doute. Mais c'est bien de voir que c'est des compagnies qui font très bien leur devoir. Donc, en bout de ligne, s'ils ont fait cet investissement-là, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Puis, c'est bon pour le sport. Puis, quand une écurie perd son commanditaire principal ou un très gros commanditaire, on peut penser à Monster qui est parti de Mercedes à aller vers Oui. McLaren, ben, ça fait mal. Donc, dans le cas de Red Bull, on veut voir cette équipe-là aux avant-postes. Racing Bull aussi pour les pilotes de développement. Donc, je suis content là, de ce renouvellement-là. Pardon. Puis en même temps, du côté de Visa, tu sais à quel point j'aime regarder ces bagarres-là à l'extérieur de la piste. On voit Mastercard vouloir s'implanter en F1. On est rendu un commanditaire titre avec McLaren. On voit les deux Mhm. logos un à côté de l'autre. Soyez pas C'est vrai. surpris. Sur les chandails aussi, on les voit. Ça a commencé l'année dernière. Mais le logo de Mastercard a grossi. Donc, son compétiteur direct, Visa, disons que ça l'a probablement aidé Red Bull aussi à les convaincre de rester là en disant comme ben, nous, on est un adversaire direct. On dispute la victoire contre McLaren, donc c'est bon pour l'image de Visa, de voir Visa d'un côté et de Mastercard de l'autre. La même chose pour Monster qui s'est positionné avec McLaren parce que c'était avantageux pour la marque de dire bon, on compétitionne Red Bull dans Mm. les tablettes, chez les épiciers, chez les dépanneurs, donc on va le faire en piste aussi, puis on va s'associer à quelqu'un qui est capable de nous livrer la marchandise, ce que Mercedes n'était plus capable de faire. En plus, je veux pas retomber là-dedans, mais j'en ai parlé assez souvent quand tu avais les deux vedettes de l'écurie Mercedes, Russell et Hamilton qui sortait publiquement pour dire ben, donnez tous les trophées à Red Bull jusqu'à Mm. 2026. Donc, c'était pas l'idéal. C'est pas ce que Monster voulait entendre là, lorsque tu dis moi je vends le projet de bois ça et ça va dépasser tes capacités puis on baisse pas les bras puis en tout cas peu importe c'est quoi qu'on utilise comme slogan marketing mais dire qu'on donne les championnats avant même qu'on commence les années c'est pas Non, disons que c'était pas la pas meilleure super. image pour non c'était pas un grand coup marketing de la part des pilotes Mercedes à cette époque-là. Tu parlais un peu, là, on a parlé des technologies, ce qu'on va voir au Ouais. cours de la fin de semaine. Je vais lancer la question du jour que les gens peuvent répondre sur Spotify. Vous avez été nombreux à répondre dans la dernière. C'est facile, là, dans le fond. Ben, c'est facile si ça ne l'est pas. Lorsque vous voyez l'image sur Spotify, là, dans le fond, l'espèce de pochette de l'épisode, là, vous voyez présentement un drapeau de l'Australie, votre guide avec notre logo. Vous descendez. Puis là, lorsque vous allez descendre, vous allez arriver à un endroit que vous allez voir commentaires, des choses comme ça. Puis après ça, vous allez voir la question du jour. Donc, c'est une question sous forme de sondage avec des choix de réponse. Aujourd'hui, en consultation avec François, on a décidé de vous Ouais. demander combien de voitures vont terminer la piste, terminer la course dimanche. Donc, pas nécessairement combien vont prendre le départ, parce que c'était un peu plus compliqué, mais combien vont réussir Mm. à franchir le fil d'arrivée. On va y aller avec, vu qu'il y a des choix de réponse, ben, on va mettre probablement de 15 à 20, vous allez voir ça, ou 10 à 15, puis sinon Mm. en bas de 10. Donc, en bas de 10, on ne souhaitera pas. Il faudrait qu'il arrive quelque chose d'autre. En tout cas, j'espère Ça serait pour le. Ça va catastrophique. être catastrophique. Ça va nous faire bien des choses à décrire, mais disons que c'est pas ce qu'on souhaite pour l'image de la F1. Mais on a envie que vous vous prêtez au jeu un peu, voir à quel point vous avez confiance des nouvelles technologies ou de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant en essai libre. Donc, je peux me prononcer, moi, je vais rayer de la ligne d'arrivée les deux voitures vertes d'Aston Martin, puis au moins Ils ont une commencé. Cadillac. Fait que je vais pas aller plus loin dans l'équation, mais je peux vous dire ce matin, là, à froid comme ça, là, je peux vous dire qu'il y en a au moins trois, moi, selon moi, qui terminent pas l'épreuve. Puis je m'en promets être plus généreux que ça quand ma réponse officielle va tomber. De ton côté, Ah, François. OK. Moi, je suis plus cinglant que toi. Là. Ah ouais. Je vais tout de suite me prononcer. Moi, je dis qu'il y en a 15 qui vont terminer la course. 15. Donc, Ça fait automatiquement, 7, c'est quand même beaucoup. Hey, ça voitures. fait longtemps qu'on n'a Ouais, pas vu ça. Sans c'est vrai. accident, là. Je Non. pense que Ben, ça veut tout relier à des problèmes mécaniques. non, 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 Hein? accident, problème mécanique, truc du genre. Là, ben, je sais pas s'il annonce de la pluie à Albert Park, ça, Je j'ai pas pense qu'on est regardé comme correct. On l'année est correct. passée. Je pense qu'on est Ouais. correct là-dessus, mais ça reste que. Déjà que j'ai vu, on l'a vu on va en reparler de la pratique, là, Mhm. mais il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup d'excursions hors piste, là, donc Oui. de toute façon, on va y revenir, mais j'ai pas confiance bien en ce premier Grand Prix en termes de fiabilité et ou de coefficient on va dire, de terminer la course. Là. Justement, on va terminer là-dessus, puis ça va nous lancer dans le week-end de course. Là, on se disait que du côté de Bahreïn, on avait des journées de 8 heures pour faire des essais. Là, Mm. tu viens, la saison est vraiment commencée parce que là, on a 3 heures
du côté des écuries pour s'habituer à une piste, puis une piste qui est pas très utilisée, hein, celle de l'Australie. Non, non, non. Donc, on essaie de trouver les limites de la voiture. Tu parlais des excursions hors piste. On essaie de trouver les limites, mais comme on fait à chaque week-end de course, mais là, c'est amplifié ce phénomène-là parce que les limites de notre voiture, on les connaît pas encore avec cette technologie-là. Donc, on voyait, comme tu dis, Verstappen, là, ça a été assez solide, son excursion hors piste, là. Disons qu'il a levé pas à peu près. Ça a donné des coups que ça a dû donner dans la voiture, là. Je sais que Ouf. t'es un gars qui a déjà eu des mal de dos, qui en a Oh, parfois j'en ai en ce moment même, là. Donc, en regardant cette image-là, j'imagine que tu avais beaucoup de de mm, compassion pour celui qui était à l'intérieur de la voiture parce que c'est pas évident de se faire promener comme ça. Mais ben tiens, on va y aller, on va parler du week-end de ben course. oui, Donc, allons-y. passons tout de suite à ça, à ce qui va avoir lieu la première ronde de la saison du côté de Melbourne. Eh bien oui, on le disait, c'est le premier week-end de course, la ronde 1 du championnat du monde 2026 qui se déroulera du côté de Albert Park en Australie. Euh, il y a fort à parier qu'il y a des dirigeants de la F1 qui se disent c'était une fichue bonne idée d'aller du côté de l'Australie pour amorcer notre saison. On a fait ça l'année dernière aussi. Avant, c'était un Mhm. classique. Tu as connu ces époques-là, François, bien sûr, Ouais. parce que l'Australie, c'était toujours l'endroit pour débuter une saison de F1. Mais là, avec tout ce qui se passe du côté du Moyen-Orient, autant que j'aime beaucoup le circuit de Bahreïn, puis je pense qu'il se prête beaucoup mieux pour lancer une saison, non seulement à cause du fuseau horaire, mais aussi à cause de ses possibilités de nombreux dépassements. Mais Mhm. là, forcé d'admettre que si on était du côté de Bahreïn, il n'y aurait probablement pas de premier Grand Prix cette année. On ne sait même pas si on va en avoir un dans quelques mois, du côté de l'Arabie Saoudite aussi. Donc, j'imagine juste là, les Stefano Dominicali de ce monde se donner des coups, de se taper dans les mains puis se dire des tapes dans le dos, puis dire on est-tu content d'être en Australie parce qu'en plus avec les nouvelles réglementations tout ça, s'il avait fallu qu'on retarde le début de la saison, on est tout anxieux, on a hâte que ça commence. Donc pas de stress pour l'instant pour le week-end. C'était ma seule petite parenthèse sur la guerre au Moyen-Orient parce qu'on veut parler de course automobile puis on aura un Grand Prix en fin de semaine. Les caractéristiques du circuit, eh bien, 5,278 km de long, 14 virages. On a 58 tours qui devront être complétés durant la course. Et attachez votre tuque parce que là, vous allez peut-être tomber en bas de votre chaise ou tomber sur le dos ce matin quand je vais dire une zone de dépassement, parce que oui, ça Mhm. fait partie du nouveau vocabulaire en F1. On ne parle plus de DRS, on parle de zone de dépassement. Et pourquoi seulement une zone? Eh bien, c'est la seule endroit où on aura le droit d'activer un surplus d'énergie pour le moteur qu'on pourra utiliser. On veut Mhm. sûrement bâtir un momentum qui pourra peut-être bâtir des dépassements à la fin de la grande ligne droite, donc au virage 1. De ton côté, François, si on se lance un peu là-dedans dans la nouvelle, dans le nouveau vocabulaire qu'on utilisera cette année, mais pour parler un peu justement de ce tracé-là d'Albert Park qui a été modifié au cours des dernières saisons, je veux savoir ce que tu apprécies de ça, mais aussi ce qui te dérange un peu parce que c'est pas un circuit facile, c'est pas un circuit qui ressemble beaucoup à d'autres. On pourrait dire des fois celui de Montréal par sa façon qui est construit, pas Mhm. nécessairement C'est par le vrai. tracé, mais par le fait que c'est un endroit, c'est un parc qu'on n'utilise pas Ouais. tant que ça, qu'on n'utilise pas pour la course automobile, à part pour la F1 et quelques événements quand même restreints. Le Euh, V8 le qu'on aime V8, beaucoup, c'est hein. ça, Mm. exact. Mais j'ai vu dernièrement même qu'il y avait je pense que les motos voulaient aller là, puis on les a pas laissés probablement à cause du bruit ou quelque chose. Là. Tu sais, on va se dire que probablement que l'Australie a leur Saint-Lambert aussi Ouais. pour chialer sur ce qui fait trop de bruit et ce qui sent le gaz. Mais du moins, le circuit, là, depuis qu'on l'a amélioré, Mhm. trouves-tu qu'on est allé chercher quelque chose? Moi, je pense qu'il manque encore. Sauf qu'on a quand même amélioré beaucoup en enlevant énormément de virages qui servaient peut-être plus ou moins à rien, mais des virages qu'on va peut-être s'ennuyer parce qu'on les a de besoin pour bâtir de l'énergie là, avec nos fameuses batteries. On est obligé de faire ça avec des points de freinage et il n'y en a pas tant que ça. Là. Non, c'est ça. Donc, Albert Park, ben, tu me demandes ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Ce que Oui. j'aime, je commence par ce que j'aime d'Albert Park, c'est que, bon, c'est un circuit que lorsqu'on voit des F1 déployer toute leur puissance, et là, Mhm. je vais mettre mes guillemets à travers les années, c'est spectaculaire de voir ces F1-là, surtout le virage 9 et 10. Celui-là, là, c'est mon favori parce qu'il y a beaucoup de vitesse dans ces virages-là. Et je trouve que c'est une belle scène aussi. Donc, c'est ce que j'aime de ce circuit-là. Par contre, ce que j'aime moins, c'est que, comme tu le dis, bon, en plus qu'avec la F1
actuelle, il n'y a pas de grosse zone de freinage. On a jasé cette semaine, toi et moi, et je t'ai dit que j'allais probablement ou qu'on allait utiliser le mot coulant. Donc, c'est un circuit qu'on va dire qui est coulant. Mhm. On peut serpenter facilement dans ce circuit-là. Il n'y a pas de gros freinage appuyé comme on va avoir, exemple, à Spielberg, à Jeddah, et pour ne nommer que ceux-là, là, ou à Bakou. Donc, ça va être difficile pour les voitures, puis ça, c'est les analystes en ont parlé aussi. Ça va être un des circuits, sinon le circuit le plus difficile pour aller rechercher de la recharge d'énergie. Donc, ça va être très compliqué, puis c'est là qu'on va voir les pilotes qui sont capables de mieux le gérer. On va voir c'est comme on parlait du lift and coast en anglais, là, c'est relâcher, se laisser aller, là, c'est pour Et là, recharger. on Donc, avait trouvé quelque chose, ouais, ça ressemble à ça. ouais, c'est Ouais. ça. Donc, c'est de savoir qu'est-ce qui va être le plus payant pour un pilote. Est-ce que ça va être de relâcher puis de recharger un petit peu ou de garder le pied au plancher au final? Donc, ça va être très intéressant de voir qui va tirer son épingle du jeu. Puis, il y a peut-être beaucoup d'événements de course qui vont se passer, mais malheureusement, peut-être pas au bon endroit. Au Mhm. lieu d'avoir des contestations en virage, des dépassements à la dernière seconde, les dépassements vont peut-être se faire sur la ligne droite parce qu'il y en a un qui va être à la traîne parce qu'il n'y a plus d'énergie à déployer et l'autre, oui. Et puis là, tu parlais des fameux modes dépassement. Tu sais, il y a le mode, bon, en anglais, ils disent le mode boost, il y a le mode overtake, qui est le mode dépassement, qui est comme un peu en IndyCar, un push to pass, qui te donne une énergie supplémentaire. Euh, et le mode boost, tu peux l'utiliser aussi pour déployer de l'énergie, te défendre. Donc là, même nous, on apprivoise ces expressions-là. On n'est pas trop sûr quand est-ce que ça va être utilisé. Donc, c'est intéressant pour ça. On rentre un peu dans l'inconnu. Mais comme on disait, Albert Park, ça va être difficile pour les équipes. Pour les gens, là, pour vraiment regarder où est-ce que ça va se passer, surtout dans les séances de qualification, puis normalement dans la course aussi, le secteur 2. Ça, c'est quelque Mhm. chose qu'il faut entourer parce qu'il n'y a pas de point de freinage. Donc, on doit arriver dans ce secteur-là avec déjà beaucoup d'énergie emmagasinée dans notre batterie pour être capable de le déployer et survivre les fameuses enchaînements de ligne droite, comme tu mentionnais, François. Donc, on peut pousser ça un peu plus loin que le secteur 2, de dire du virage 5. Tu le vois, là, je Mhm. sais que tu as le Ouais, tracé devant toi, tout à du fait. virage 5 à 11, ça va être excessivement complexe pour les pilotes. On l'a déjà vu lors des essais libres, avoir des stratégies bien différentes. Max Verstappen, avant de s'enligner dans plusieurs enchaînements rapides, a complètement sauté sur la pédale de frein pour être capable justement de remonter l'énergie dans sa batterie et ensuite le déployer dans la ligne droite. C'est pas la meilleure situation en course, là. Puis je peux vous le dire tout de suite, là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un moment cette saison où on va parler du fait que Max Verstappen va se faire suivre par un adversaire, il va sauter sur les freins, faire un Ah, fameux break break check, check, ouais, les break puis, check. Ouais. puis que là, il va être obligé de dire, mais non, là, dans la télémétrie, on va voir qu'il l'a fait, il va dire, fallait que je recharge ma batterie. Ouais. Tu Ben, comprends ce Alonso que je avait veux fait dire? de quoi là-bas? Tu te rappelles Alonso Ben oui, sur Russell au Russell. Québec? Mais là, Ouais. comment qu'on va faire pour dire, ah ben non, ça c'est une conduite erratique, parce que c'est très erratique la nouvelle façon de piloter une Ah là, F1. oui. Mais Ah, là, en tu tout as cas, raison, là. Tu ouais, marques un point, là. Ça va être difficile à arbitrer de ça va la être- part de. Ah, Seigneur, ouais. Je ouais. n'avais pas pensé à ça, mais mais tu sais, ces pilotes-là vont avoir leur réunion de pilotes et c'est Hmm. certain que ça va être évoqué que hey, quand tu as quelqu'un derrière toi, tu peux pas taper les freins pour recharger ton véhicule. Mais en fait, est-ce qu'il est dans son droit de le faire, oui ou non? On le Ah, fait pas tout au même ça endroit. va être compliqué. Ben oui, c'est ça. Puis Ouais. comme tu dis, toi, tu es à l'intérieur de ta voiture, puis tu sais que moi, le meilleur point pour recharger, j'ai besoin de le faire là. Mais moi, j'ai rechargé ailleurs. Donc, moi, j'ai compensé ailleurs sur le circuit. Donc, j'ai pas besoin d'être aussi agressif sur le freinage, mais tu es devant moi. Donc, je peux pas, c'est quand même une nouvelle chose qu'on va voir, une nouvelle tendance. Puis je suis persuadé qu'il y a un moment où ce que les commissaires vont devoir arbitrer ça, vont prendre le bon vieux livre de règlement, et vont dire ben, à quel point ce livre de règlement-là se transporte dans les Mm. nouvelles technologies qu'on a décidé d'élaborer cette année. Disons justement une conduite erratique, freiner un peu n'importe où ou à des endroits où ce que les autres ne freinent pas. Puis après ça, on peut utiliser ça puis dire, je sais pas pourquoi j'ai dit le nom de Verstappen, mais on le sait qu'il est bon pour jouer sur les règlements, puis Ah, après ça, ça, oui. Il les les connaît bien. interpréter à sa faveur. Moi, Ouais. je trouve pas que c'est un défaut. Je pense que ça fait partie du sport. Dans tous les sports, on essaie de jouer avec ça. Mais je suis persuadé qu'à un moment donné, il va lever la main, il va dire non, non, ouais, c'était de bonne guerre. Je faisais pas ça pour Mm. nuire à mon adversaire, je faisais ça pour aider justement les capacités de mon moteur. Quand on parle de nouveau vocabulaire cette année, on l'a déjà dit, là, les modes de dépassement, la zone de dépassement, on le dit, là, c'est
au dernier virage avant la grande ligne droite. Donc, c'est là que on a l'activation. Puis l'activation est pour ensuite, tu sais, c'est pas très long, hein. On voit l'endroit où ce que vous devez être à moins d'une seconde de votre adversaire. Puis quasiment tout de suite après ça, on peut enclencher ça puis essayer de tenter un dépassement. Il y a aussi l'aérodynamique active que vous allez entendre parler énormément. C'est le fait que maintenant, dans les lignes droites, il y a plusieurs endroits à Melbourne où ce que vous allez voir les voitures euh, on dit-tu ouvrir? Moi, je vais dire ouvrir, parce que c'est à l'air Oui. quasiment. On voit l'aileron, il y en a qui viennent la faire tomber. Ben, on va dire, on va rester dans le langage comme avec le DRS, donc le principe d'ouvrir l'aileron en arrière et d'ouvrir Mhm. aussi l'aileron en avant, c'est ça qui change cette année. Donc, soyez pas surpris de voir ça et on appelle ça l'aérodynamique active. Donc, c'est ce qu'on va utiliser comme terme et ce que vous allez sûrement entendre beaucoup à la télévision. Si on parle maintenant de trajectoire technique, c'est la chronique qui est présentée par nos amis de Service d'outils FGL, une entreprise québécoise de troisième génération. Son propriétaire, Nicolas Larose, qui se trouve avec le petit-fils de Gilles, qui avait fondé l'entreprise. Ensuite, il y a eu ses filles Nathalie et Stéphanie qui s'occupaient de l'entreprise. Et puis là, on est déjà rendu à la troisième génération. Je l'ai déjà expliqué, moi, ça me vieillit parce que je les connais bien. Puis j'ai connu Gilles. Moi, pour moi, Gilles était propriétaire. Après ça, j'ai connu Nathalie, Stéphanie. Puis là, d'entendre que Nicolas, qui était à peine un adolescent à l'époque, est rendu déjà propriétaire, même malgré son jeune âge. Je trouve ça vraiment le fun, vraiment beau, mais d'une certaine façon, ça me donne un petit coup de dire, hey, je suis vraiment rendu à l'âge, moi, de connaître des troisième générations de propriétaires. Puis, Ah, en tout cas, ben, faut écoute, croire que oui. ça rajeunit personne, mais moi, je trouve toujours ça superbe de Ouais, voir que les gens de la famille reprennent le flambeau de l'entreprise familiale parce que c'est du patrimoine, ça a été bâti par la famille, donc exact. c'est pas volé, puis c'est toujours des belles carrières, donc chapeau à eux de faire durer la tradition. Et oui, Martin, on vieillit un peu. Déjà, je suis plus vieux que toi, donc il te reste encore quelques années avant de te sentir comme moi. Ah ouais, comme toi, c'est ça. Disons que si je me rends à ton âge, puis comme toi, parce que t'es jeune d'esprit, de toi, même si on n'a pas une Oh, grande ouais. différence. J'ai Donc, disons, 44 ans pour ceux qui ne savent pas, mais j'ai 26 ans dans ma tête, on va dire. exactement. Fait que j'espère. Si un jour je me rendrai là, je vais être heureux d'être comme toi. Tu sais, une belle. Je te lance des fleurs ce matin que je pars ta C'est journée du bon, bon t'es bien pied. fin, t'es bien fin. Mais pour dire FGL, en terminant, par exemple, on est bien content de les avoir avec nous. Encore une fois, on avait débuté l'année dernière. Puis eux, ce qu'ils font, on le dit, service d'outils FGL, mais les produits premium. C'est ça qui est le fun. C'est une entreprise Mhm, entièrement québécoise qui est distributeur officiel des produits Milwaukee, DeWalt. mhm. On a aussi, bien sûr, Makita. Mon père m'en voudrait si je nomme pas Makita. Mais en tout cas, toutes ces belles entreprises, ces belles lignes-là de produits, on est capable de s'y procurer là. Il y en a plusieurs autres. Puis on répare aussi des outils. Donc, les contracteurs font beaucoup affaire avec service d'outils FGL, mais aussi les particuliers sont dans le parc industriel à Laval. Pour ceux qui connaissent, c'est la rue Michelin. Je sais que tu t'en viens familier avec le parc industriel à Laval, donc Oui, peut-être tout à que tu fait. pourras passer devant nos amis de chez FGL. Donc, pour aller un peu plus loin dans la trajectoire technique, il se passe quelque chose, il y a plusieurs dossiers. J'ai envie de vous parler ce matin parce que je pense que ça se prête bien. C'est un sujet d'actualité du turbo lag. Je ne sais pas si on est Oui. capable de donner une traduction. Oui, c'est le délai du turbo, C'est ça. le délai d'entrée en vigueur du turbo, l'application. Les expressions anglaises, désolé de le dire, sont souvent plus simples, mais c'est Oui. ça, c'est Mais le nous autres, délai c'est entre important. l'application du Tu turbo. sais, c'est Oui, important pour nous au ouais, podcast tout à fait. de vous Tout à fait. donner les traductions, mais j'aime utiliser le mot en anglais, pas parce que nécessairement je veux me servir de l'anglicisme, mais des fois c'est pour aider les gens parce que j'ai déjà vu justement, on parlait d'outils, j'ai déjà vu un catalogue d'outils il y a de ça quelques années, tout en français. C'était pas évident, là. Quand on parle de manchons puis des histoires comme ça, des clés Mhm. c'est quoi ça? Mais d'avoir la petite traduction anglophone à côté, je trouve que c'est la meilleure façon de franciser quelque chose, de dire oui, oui, on le connaît que le terme c'est un ranch puis des histoires comme ça, mais Ben oui. un torque ranch puis des histoires comme ça, mais de le mettre à côté en français, ben là, c'est plus facile de faire les liens. Donc, c'est pour ça que vous allez nous entendre souvent au podcast dire le mot en anglais, mais aussi trouver le mot en français pour que la compagnie est capable de mettre les deux ensemble. Donc, on le disait, oui, le phénomène du turbo lag ou du délai de turbo est maintenant redevenu d'actualité. On se rappelle, hein, on a eu une discussion hier là-dessus, que dans le temps d'Ayrton Senna, on avait une situation un peu Mhm. semblable. Et lui, pour combattre ça, ben, il avait la présence d'esprit puis le talent. On ne se le cachera pas, ça prenait du Ouais. talent. Lorsqu'il arrivait dans un virage, ce qui se passe, c'est que quand on appuie plus sur l'accélérateur,
mais le turbo ralenti ne tourne plus à la même vitesse. Mhm. Donc, par le fait même, ne vous donne plus les mêmes chevaux ou développe plus la même puissance. Et pour combattre ça, Ayrton Senna, ce qu'il faisait, c'est que lorsqu'il arrivait dans un virage, en défaisant l'embrayage, en levant le pied sur l'accélérateur et en s'occupant de freiner, ben, il commençait déjà à redonner des petits coups de gaz. Vous pouvez l'entendre dans plusieurs vidéos, Mhm. notamment dans la série. On a même fait attention de faire ça pour que, pas que les puristes disent qu'on a fait l'erreur, mais on donnait des coups de gaz. Et que l'on entendait Ayrton Senna faire ouh, 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 ouh. Mhm. Si vous permettrez C'était tout un l'imitation, là. art, là. C'était tout un art de capable de faire ça. Et puis là, ce qu'il voulait, lui, dans le fond, c'est repartir le turbo pour que lorsqu'il sorte du virage, il est capable de sauter sur l'accélérateur et d'avoir à sa disponibilité les mêmes puissances qu'il avait avant de s'aventurer dans le virage. Donc Je peux ça, te dire quelque chose à cet oui, égard-là. Pour l'avoir fait en simulateur, j'avais une vieille voiture, une Lotus d'Ayrton Senna dans un de mes simulateurs, puis ou plus vieux. Puis c'était le même aussi dans le temps, là, vers la fin de Gilles Villeneuve. La différence de puissance entre le moment où tu appliques l'accélérateur et que le turbo embarque, ce fameux turbo-lag-là, elle est parfois très cinglante et oui, ça peut faire perdre l'arrière de la voiture là, très facilement. Donc, le contrôle de ça, surtout avec les vieilles F1 qui avaient un turbo-lag peut-être encore plus marqué que ça, c'était très difficile à gérer. Donc, je comprends Ayrton Senna d'avoir fait ça parce que c'est un gros avantage. ouais, c'est beaucoup plus de stabilité en sortie de virage. Parce que Ah, comme tu le dis, c'est tu- incroyable. toi, tu joues avec ta pédale d'accélérateur, tu veux trouver le bon mix hein, pour pas trop en donner, Ouais. pour contrôler le dérapage, tout ça, pour être sûr de ménager tes gommes. Puis là, tout d'un coup, tu penses que tu y es, que tu as le bon dosage. Puis là, le turbo donne un coup, puis là, tout d'un coup, tu te rends compte que tu l'avais pas du tout. Là, l'arrière veut se Mm. perdre. Donc, c'est un peu ce qu'on vivait à l'époque des anciennes Formule 1. La raison pourquoi on fait un lien avec aujourd'hui, c'est que à cause qu'on a décidé de laisser tomber le MGUH, pour les UH. gens qui se disent de quoi on parle ce matin, on l'entend beaucoup, le MGUH, Mm. c'est un système de récupération de chaleur à travers les gaz d'échappement qu'on avait sur les moteurs, une forme de génératrice qui servait surtout à approvisionner le turbo. Donc là, le fait qu'on a décidé de laisser tomber ça, c'était une bonne nouvelle, là, certains diront, parce que c'est ça qui a réussi à attirer des nouveaux motoristes comme Audi ou comme même General Motors, qui devrait, en tout cas dans l'entente, produire un moteur d'ici au moins 2030. Donc tout ça, la condition à ça, que Honda revienne, c'est qu'on laisse tomber ce mécanisme-là très complexe, mais aussi très coûteux. Puis en plus, c'est quelque chose que dans le parc automobile, on ne veut pas utiliser ça parce que justement, les coûts qui sont reliés à ça sont trop chers. Donc, c'est bien beau de développer des nouvelles technologies en F1, mais si on a pris une avenue à un certain moment de nouvelles technologies que personne ne veut vraiment. Donc, pourquoi qu'on continuerait d'imposer qu'on paie là-dessus, qu'on développe quelque chose qui servira à rien au bout du compte? Mhm. Donc, on a décidé de laisser tomber ça, sauf que ça a ses inconvénients. L'inconvénient, ça fait que on ramène le phénomène du turbo-lag, du délai du turbo, et c'est surtout au départ. Parce que là, ce qui arrive, c'est que normalement, on se servait de ça pour, je veux dire en bon québécois, crinquer Mhm. notre turbo, le faire tourner au bon régime, avoir les bonnes révolutions pour justement qu'il soit prêt à nous délivrer à nous donner la puissance lorsqu'on a besoin. Mais là, à ce moment-là, on peut plus avoir ce mécanisme-là. Donc, on doit faire ça de façon manuelle ou avec Mhm. avec le pied, plus facile. Là, on va donner des coups sur l'accélérateur où il y a des systèmes avec le volant aussi qu'on a préparé pour certaines écuries pour être capable de faire monter ça. Le problème, là où ce que tout se complique, c'est lorsqu'on arrive sur la grille de départ pour débuter une épreuve de Formule 1. Ce qui arrive, c'est que si vous êtes le premier à arriver, ben, vous avez plus de temps. Vous pouvez commencer à appuyer sur l'accélérateur ou faire toutes ces manœuvres-là pour être fin prêt lorsque les rouges vont s'éteindre. Mais si vous êtes positionné à l'arrière de la grille, que vous venez à peine de positionner votre voiture, et là, vous voyez le monsieur venir agiter le drapeau vert pour dire tout est conforme, on peut démarrer l'épreuve, bien à ce moment-là, celui qui vient juste d'arriver n'a pas eu le temps, un Sergio Perez ou un Valtteri Bottas, non, non, je ne veux Mhm. pas vous dire qu'ils vont partir dernier, mais n'aura peut-être pas eu le C'est des temps. exemples, là. C'est juste des Exactement. exemples. J'ai sorti des noms d'un chapeau, je sais pas pourquoi j'ai pris eux. J'aurais peut-être dû prendre Stroll ou Alonso, mais je suis même pas Hop! sûr qu'ils vont être sur la grille de départ. Mais en tout cas, lorsqu'on regarde ça, on se dit, ben là, eux autres sont désavantagés. Fait que là, on a changé la procédure, on a ajouté 5 secondes. Donc, au moment où ce que toutes les Mm. voitures vont être positionnées, posez-vous pas de questions à la maison. Vous dites que là, c'est bien long, il y a un problème. On risque de voir des clignotants bleus qui vont nous expliquer qu'il se passe cette procédure-là, que le 5 secondes est bien débuté. Une fois qu'il va se terminer, ben là, on va tomber dans ce qu'on connaît depuis des années avec les rouges qui vont s'allumer puis s'éteindre, puis là, l'épreuve va être lancée. Mais du côté de Ferrari, on a pensé à quelque chose pour contrer ça.
Mm. je suis tellement content de dire ça pour les tifosi parce que depuis qu'on Ouais, fait le podcast, on est tombé dans des années très difficiles pour l'écurie rouge, là, c'est parce que, vrai. rappelle-toi les erreurs de stratégie, les histoires de Ah, Monaco, rentre pas. Écoute, j'en oublie tellement qu'il y en a eu, mais d'arriver puis de dire, hey, on a pensé à quelque chose avant tout le monde, je me rappelle pas avoir dit ça, pour mm. Ferrari. En tout cas, je me rappelle À pas. part l'aileron qui revire de bord, là, Ben, on a mais fait ça la semaine dernière. ouais. Tu sais, c'est ça. Ça, je veux dire, c'est le fun cette année Ouais, d'avoir des technologies. Je pense qu'on a misé juste l'aileron. Je suis pas c'est encore vrai. convaincu. J'ai hâte de Ah voir. non, 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 c'est ça. Je faisais Mm. juste la blague, là. Oh oui, mais du côté de dire, oh, nous autres, on va développer un turbo qui est plus petit. Je te Ouais. mets en position, là. On est une gang d'ingénieurs qui se préparent pour les nouvelles réglementations de 2026. Puis moi, la seule affaire que j'ai pensé, là, sur ma table à dessin ou sur mon ordinateur, je dis, moi, le projet que j'ai, François, là, c'est que notre turbo va être plus petit que tous les autres. J'ai besoin d'avoir un méchant bon point pour te vendre l'idée, là. Parce que là, faut que je te vende que oui, il va être plus petit. Ouais, mais ça va être un compromis qui va être payant parce qu'au départ, ça va nous prendre moins de temps le mettre en position, puis on va être Mm. capable justement d'avoir un avantage sur nos adversaires qui n'ont peut-être pas pensé à ça. Eh bien, c'est le cas. Les autres n'ont pas pensé à ça. Et puis là, la procédure, c'est pour venir un peu récupérer. Mais Ferrari, nous, de notre côté, on a dit on va avoir un turbo plus petit. On va être en position de départ mieux que les autres. Puis là, on le voit là, à certains endroits, si vous avez lu la chronique trajectoire technique justement qu'on avait sur Mhm. notre page cette semaine, ben, à Bahreïn, les voitures Ferrari arrivaient à 40 km/h plus rapide qu'un moteur Red Bull Ford au premier virage. Juste au premier virage, l'écart de 40 km/h. Et C'est c'était marquant. 20 km/h sur tous les moteurs Mercedes. Donc, on voyait, à part Cadillac, je sais pas pourquoi, on voyait les propulsés par Ferrari être capables de quasiment dépasser tout le monde comme si les autres avaient connu un faux départ ou avaient pas réussi à s'élancer de la grille. Donc, c'est pour ça là, que ça va être tout un phénomène à voir en fin de semaine. Hier, j'attendais attentivement, comme plusieurs personnes, de voir les pratiques de départ, puis le phénomène est encore là. Oui. Les Ferrari sortent, c'est des bombes là, au départ. Puis l'avantage aussi que ça a, c'est que justement, lors des virages, c'est pas juste aussi au départ parce que à certains endroits sur la piste, il y a justement des pilotes qui doivent garder le pied sur l'accélérateur parce que faut garder le turbo faut continuer de le faire tourner. Mais à d'autres endroits, Ferrari, eux, peuvent se permettre de lever le pied parce qu'il va se faire tout seul, il va être correct, il descendra pas assez bas en régime pour pénaliser le pilote ou la récupération d'énergie. Donc à ce moment-là, le fait qu'on lève le pied sur l'accélérateur, qu'on puisse plus freiner, mais on le disait tantôt, ça aide à venir approvisionner la batterie. Tout à fait. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de... Disons que depuis tantôt, je t'en parle, là, mais les bons côtés d'avoir un plus petit turbo, ça se vendait bien. Donc, bravo à Ferrari d'avoir pensé à ça. Je pense pas que ça va les rattraper à long terme. Je pense que c'est plutôt les autres qui vont devoir s'ajuster à ça et dire que c'est peut-être probablement la meilleure option qui s'offrait à nous lors de la conception du moteur. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette période trajectoire technique dans notre épisode d'aujourd'hui ou tu veux Ben plutôt... oui, Ouais, vas-y, ben en vas-y. fait, simplement que moi, je trouve ça le fun pour Ferrari parce Ben oui. que on a de l'empathie un peu pour Charles Leclerc et la décision qu'il a prise de rester là à long terme. On Mhm. voudrait voir Lewis Hamilton pouvoir performer un peu plus. Et je pense qu'on est rendu là. Ferrari, on peut les aimer, on peut les détester, mais là, je pense qu'on est rendu au moment où Ferrari doit revenir aux avant-plans. Puis si c'est une bonne idée qui a réussi à démontrer les avantages de ça, chapeau. J'espère juste que cet avantage-là au départ, où tu vas pouvoir sûrement aller chercher de la position en piste, ne viendra pas on va dire, te mordre les fesses un peu plus loin dans la course. Mais comme tu le dis, si tu es capable justement avec ces petits turbos-là de pouvoir lever le pied un peu, économiser aussi du gaz, parce que quand tu gardes ton pied sur l'accélérateur, même si Oui. tu ralentis, tu dépenses du carburant. Donc, c'est très bien pour eux, puis écoute, je leur souhaite du succès. J'aimerais ça voir Ferrari là, être dans la course. On peut dire que ceux qui sont pas dans la course, c'est Aston Martin. Ah, On- Seigneur. Écoute, je sais même pas par où commencer, François, mais on va y aller par Euh, les déclarations d'hier du côté d'Alonso, du côté de Stroll, qu'on a peur d'avoir des lésions. Lésion, je pense. C'est ça Lésion que. Ouais. nerveuse à long terme. Non, mais là, tu sais, le mot lésion a sorti beaucoup mieux que dans ma chronique à CNV. Hein. T'as le mot de passe hier Dans soir. le mot de passe, il voulait pas sortir. Pour les gens qui se demandent de quoi on parle, ben oui, les chroniques F1, je suis de retour à la radio à CNV tous les jeudis matins dès 8 heures. Pour les gens qui se demandent c'est quoi ça CNV, ben vous n'êtes pas les seuls. Il y en a plusieurs qui commencent à découvrir ça. Ben si vous pouvez l'écouter en ligne sur cnv.ca.
donc tous les jeudis matin dès 8 heures. Et sinon, si l'Internet, vous n'avez pas accès à ça, ben, vous êtes dans la voiture, vous avez peut-être encore un bon vieux AM et de Mhm. mémoire, AM 940, si je me trompe pas, Ah, AM il faut se 940. fréquenter à la bonne fréquence. Oui, exactement le slogan de CLV. Mais on est bien content d'avoir cette opportunité-là de faire des chroniques, faire parler d'F1 sur une chaîne de radio. Donc, je les remercie encore une fois par notre tribune de nous faire confiance, mais aussi de donner une vitrine à la Formule 1. C'est pas tout le monde, là, les auditeurs vont être d'accord avec ça, que c'est pas évident là, dans plusieurs médias d'entendre parler de F1. Lors du Grand Prix du Canada, tout le monde trouve ça le fun, tout le monde veut en profiter. Mais le restant de l'année, on dirait que ça ne nous tente pas trop d'en jaser. Donc, félicitations à CNV et merci pour l'opportunité. Je regarde de ça. On parlait d'Aston Martin, puis on disait, oui, les pilotes qui sortent disaient, ben, moi, j'ai peur d'être pas d'être handicapé, mais d'avoir des séquelles permanentes à cause que la voiture, il y a tellement de vibrations. On dit que ça vient du moteur Honda. Il y en a d'autres, comme Mike Crack, qui est en charge maintenant des performances en piste, là, Mhm. chef de Oui. piste, en tout cas quelque chose comme ça, s'occupe des performances. Lui il disait qu'on a plein de problèmes sur la voiture, qui sont un peu partout, et puis sont très, très durs à déceler. Il y a une chose que je peux te dire en mécanique, moi, de mon côté, François, la vibration, c'est le pire ennemi. Le pire ennemi que tu Mm. peux avoir. Parce que normalement, tu vas t'en servir pour faire des lectures sur ce qui fonctionne pas. Mais si tu as une vibration constante qui est partout, ben, le seul constat que tu peux en faire, c'est qu'il n'y a rien qui fonctionne et tout va mal. Puis c'est pas mal ça, le constat qu'on peut faire pour Aston Martin maintenant, c'est de dire, on est pas capable d'isoler le problème, on pense que ça vient du moteur, mais ça vibre tellement partout qu'on n'a aucune espèce d'idée quoi faire ou comment essayer de régler ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on a Adrian Newey qui dit qu'on a déjà commencé à travailler sur des mises à jour ou en informatique, on dirait des patchs là, pour essayer Ouais. de pallier à ça, mais ça va vraiment pas bien. Puis j'ai envie d'aller chercher du réconfort chez François Goulet, mais j'ai l'impression que tu n'en as pas à donner ce matin pour Aston Martin parce qu'ils sont un peu durs à défendre. Ben, le seul réconfort que j'ai pour Aston Martin, c'est d'avoir vu le fameux VUS hier, là, que je trouvais Oui, très beau, mais ça très n'a beau. aucun rapport avec la Non, Formule 1. non. Aston Déjà qu'on les verra Martin, plus en F1, Aston, non, c'est ça. on n'a pas C'est reconduit le que, contrat. ouais, c'est que c'est très décevant d'avoir une équipe montée toute étoile et qui a concentré ses efforts l'année dernière à fabriquer la voiture de cette année, livrer une voiture comme ça. Si tu t'attends pas à Oui. ça, surtout avec Adrian Newey à la tête de ce projet-là et tous les autres grands cerveaux, je les nommerai pas tous, qui sont là. Euh, mais j'ai confiance en eux pour trouver les petits gremlins, on va dire, les petits bobos qu'il y a dans la voiture. Là, on parle de vibration. C'est sûr qu'ils vont adresser ça rapidement, mais comme tu le dis, si ça vibre, globalement, c'est plus difficile de cibler l'endroit qui est problématique. Je suis vraiment déçu. Je m'attendais vraiment à voir Aston Martin, pardonnez-moi, euh, plus haut dans le classement d'emblée. Là, c'est l'auto qui est à la ramasse, là. La seule raison pour laquelle Perez est plus loin dans les pratiques, c'est parce qu'il n'a pas fait de tour, là. Oui. Donc, écoute, vraiment, là, à l'intérieur, moi, j'avais de l'espoir pour Aston Martin. Je suis déçu. J'en ai encore de l'espoir, mais je leur donne une moitié de saison pour s'améliorer parce que sinon, je vais dire, waouh, c'est vraiment le pire fiasco que j'ai vu dans les dernières années. Puis si on veut être positif, j'ai des auditeurs qui m'ont écrit, m'ont dit, ah, ben, McLaren a eu un mauvais début de saison, puis on s'est replacé. Puis je veux vraiment pas péter la ballonne à personne, là. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'on avait à la base un moteur Mercedes chez McLaren, Ouais. donc on avait juste à perfectionner le châssis. Puis tu sais, quand je dis juste, là, vous comprenez qu'il y a des complexités à ça Ouais, aussi, ouais. là. Mais au moins, on avait une sphère à se concentrer. On savait que le problème, c'était pas le moteur. Mais là, du côté d'Aston Martin, on doit fixer ce qui nous propulse. On doit fixer notre groupe motopropulseur. On parle aussi de la boîte de vitesse qui pourrait aussi être la cause des problèmes. On doit travailler Mhm. là-dessus. On doit travailler sur le système de refroidissement qui pourrait aussi être une cause des problèmes. On doit parler aussi sur le niveau de régime qu'on a construit le moteur auto. On pensait que c'était une solution. Ça ne semble pas être le cas. Donc, on a tellement de chapeaux à mettre pour être capable de mettre les bons morceaux de casse-tête et espérer revenir dans cette saison de F1. Donc, je peux pas dire qu'on peut pas se motiver en regardant ce que McLaren a accompli au cours des dernières saisons. Sauf que on avait déjà une très bonne partance en étant client Mercedes. On Ben savait qu'on oui. n'avait pas à se soucier de la transmission, de la suspension et du moteur.
Donc, tout ça, ça réglait bien les choses et ça cochait des cases. Puis on C'est pouvait vrai. vraiment se concentrer sur des secteurs qui étaient bien précis. Et là, on sait la suite. Après ça, on est redevenu une écurie de De fond premier de plan, grille. puis de Ouais, ouais. champion, puis champion constructeur par la suite. Donc, on était capable de faire un grand retour. Pour Aston, ça risque d'être beaucoup plus compliqué que ça. J'ai hâte de voir ce qu'on va être capable de faire. Moi, ce qui m'a frappé, puis je sais pas pour toi, mais les pilotes qui sortent dire ça, est-ce qu'on pouvait pas se Ouf. garder une gêne? Ben, ils sont déçus. Tu sais, ils sont émotifs, ces pilotes-là. Mhm. J'ai évoqué le fond de grille, mais moi, je parlais d'Aston et non pas de McLaren. Ouais. C'est que ils sont. Lance Stroll, lui, il veut du succès parce que c'est un pilote qui est jugé au jour le jour et Ouais. on sait pourquoi il est là un peu. Alonso, le temps file. Donc, ces deux gars-là sont échaudés pour les mêmes raisons, mais ils n'ont pas nécessairement le même but, là. Mhm. Ben, ils ont le même but, mais ils ne sont Non, pas je rendus comprends. à la Ouais, même ouais. étape dans leur carrière. Donc, mais on l'a dit un peu comme Hamilton l'année passée. Tu sais, il sortait très émotif, puis je pense qu'il faut, c'est leur devoir de se mettre un peu, on va dire, une poker face, désolé l'expression, la face de Mhm. poker, et de ne pas être trop défaitiste, puis de véhiculer un peu plus de positivisme, parce que, un, c'est, comme tu l'as dit tantôt, à l'instar, mettons, des commanditaires, c'est pas bon. Donc, Non. non, C'est pas bon pour honnêtement, la F1 c'est aussi. ça. Tu sais, c'est ça, C'est un c'est. manque de professionnalisme un peu, mais tu sais, ces gars-là sont émotifs, fait que je peux comprendre à quelque part, mais au pire, relax 2 minutes, puis pense à ce que tu vas dire. Puis je veux pas être hypocrite parce que je suis le premier à dire que j'aime la transparence, j'aime pas qu'on joue la cassette. Sauf que je me dis, on a aussi un travail de relations publiques à faire. On a des gens qui sont à côté de nous là, pour c'est les personnes qui regardent les entrevues en F1, on a toujours quelqu'un qui suit avec un téléphone, qui enregistre tout ce qui se dit pour qu'on puisse capable, justement, il y a un C'est vrai. scandale ou quoi, de savoir ce qui s'y dit exactement. Mais là, on sort le vendredi, même pas le vendredi, on était à la journée de médias jeudi. Puis on dit, ben moi, je peux avoir des séquelles permanentes sur mon corps si j'embarque dans cette Ouais, voiture-là. On se rappelle, Lewis l'avait fait à l'époque du marsouinage, mais ouais, c'est on vrai. était à Bakou là, quand il a fait ça. Là. On n'était pas au premier, avant même le premier Grand Prix de la saison. Tu sais, je trouve qu'il y a déjà énormément de pression sur Adrian Newey, sur Aston Martin, sur Honda. On le sait que ça va pas bien, on les voit les temps, mais d'aller vraiment rendre public tous les détails de Mm. ce qu'on vit à l'intérieur d'une voiture, j'ai- au pire, ça aurait pu être un journaliste qui aurait pu le sortir. Mm. On le voit là, c'est commun de donner de l'info à un journaliste, puis il s'occupe de faire le travail pour nous. Mais qu'on sorte publiquement, qu'on le fasse, c'est là comme il me semble qu'à Ben, c'est l'usine, parler contre sa gang, tu sais, ouais, c'est c'est ça. ça. Puis Mais c'est pas, honnêtement, je trouve que c'est un peu exagéré, peut-être, là. ouais, ouais. On n'est pas dans la voiture, on le sait pas, mais je comprends ce que Non, tu ça veux c'est dire. vrai. C'est de dire d'aller, en tout cas, probablement qu'ils ont raison, ils savent mieux que tout le monde, mais j'ai trouvé qu'on aurait pu un peu garder ça à l'interne, Ah, tout à fait. pas obligé d'accentuer la pression sur l'usine, sur les décideurs qu'on a en place, puis tout ça. Mais je pense que ça montre quand même à quel point qu'on est fâché puis déçu de la part des pilotes. Mhm. Alonso qui se dit, moi, ma carrière, là, Ah, Seigneur. j'ai pas de temps à vous donner, puis j'ai misé sur vous parce que on peut pas y en vouloir à Fernando, là. Miser sur C'est vrai. Adrian Newey, sur le portefeuille de Lawrence Stroll, bah, c'est pas quelque chose qu'on ferait probablement 9 fois sur 10 là, si on avait Mhm. la chance de faire. Oh Mais oui. puis en plus, Honda, qui connaissait des bons moments à F1, même si lui avait été échaudé par le passé, mais avait tout là, pour croire que on a changé du côté de Honda. Je C'est vais vrai. reprendre, on va reprendre avec son ex. Il y a eu du cheminement, ils ont changé, finalement, se rendre compte Mhm. il y a aucun changement qui a été fait. Mais en tout cas, je vais passer quand même assez rapidement le classement d'aujourd'hui parce que Ouais. j'ai l'impression que il ne veut pas nous dire grand-chose pour l'instant, mais quand même, la McLaren de Oscar Piastri qui a fait le meilleur temps de la C'est journée. cool, ça. Ouais, quand même. C'est un moteur Mercedes. Puis En ensuite, Australie. en Australie, mais Piastri, c'est ça qui est le fun. Ouais. Ensuite, Kimi Antonelli qui est deuxième, qui, tu sais, tout le monde parle de George Russell, qui est Ouais. favori selon les preneurs de paris, disent que c'est Russell qui devrait être champion du monde cette année, mais de voir Antonelli deuxième, aussi une motorisation Mercedes, Russell, et enfin, un moteur Ferrari, Hamilton, lui, qui a fait le quatrième temps. Ensuite, Leclerc, Verstappen, il est allé se promener à l'extérieur de la piste, on l'a Ah dit. oui, il a perdu du carbone. Puis ça m'a rappelé ma première description de Grand Prix de F1 là, en Ouais, ligne. Tu étais là, là. J'ai fait ouais. référence à une marque de tracteur vert, J'ai là. pensé à toi hier. Ouais. Ben exactement. J'ai dit ça, c'est du John Deere. Ouais. C'est ça. Puis en plus, il était bon de récupérer la voiture parce que ça donnait Oui. des gros coups. Puis Ah, tout à fait.
ce qu'on disait par la télémétrie, c'est que probablement que si ça avait été la voiture de l'année dernière, elle aurait probablement été dans la clôture parce qu'il serait arrivé beaucoup plus vite. Puis c'était tellement dur à récupérer l'effet de sol qu'il aurait peut-être pas réussi à regagner la piste. Sauf que c'est un peu ce qui a causé, je pense, le fait qu'il est arrivé dans le 9-10. On sait que il est un peu fou, là, Ouais, Verstappen. Puis on est seulement le vendredi, c'est des nouvelles voitures. Il prend le 9-10 à ben, on va dire que c'est plus qu'à la limite que ce que la voiture pouvait mhm, prendre parce que ça l'a décroché, ça a donné un gros coup dans le volant. Puis là, il a réussi à rattraper ça, aller faire l'excursion en piste, une petite tombe sur le gazon, puis regagner la piste. Mais quand même, ça a été toute une frousse. mhm. Puis ça leur rappelait à tout le monde de dire que les voitures de l'année dernière, c'est pas ceux-là que vous avez entre les mains présentement. Là. Ce que Ça, vous c'est avez vrai. fait par le passé, ça veut pas dire que vous êtes capable de le faire cette année. C'est surtout à l'arrière de la voiture, on a simplifié l'aileron, on a simplifié l'arrière, le beam wing là, qui est plus Ouais, là finalement. Donc c'est ça qu'on risque de voir beaucoup au cours de la fin de semaine. C'est comment qu'on est capable de compenser pour toute l'appui aérodynamique qu'on a perdu, surtout à l'arrière de la voiture. Pour un gars comme Verstappen, ça devrait pas trop le déranger. C'est un gars qui est quand même bon avec ça, mais vous ouais. pourriez voir d'autres pilotes avoir plus de difficultés parce que c'est pas nécessairement dans leur technique de conduite. Un gars comme Antonelli qui sort du go-kart, qui a l'arrière un peu plus lousse sur la voiture, ça pourrait aider son style de pilotage aussi. Là. Tout à fait. Puis, faut remarquer, je crois que dans le cas de Verstappen et des autres pilotes qui ont été dans le même secteur un peu, à faire des excursions à la John Deere, je Mhm. pense qu'il y avait un fort vent de dos. Oui, Donc, oui. ça l'a influencé beaucoup cet aspect-là. Faut aussi les donner. Norris qui suit juste derrière Verstappen. Arvid Lindblad qui fait bien hein, quand même. On n'en parle pas beaucoup. À part moi, là, j'ai fait la prédiction de l'année en disant qu'il serait la recrue de Hmm. l'année. Puis Oui, ben là, il y a personne qui est venu me défier encore. Là. Fait que, non, non, je suis bien confiant j'ai de pas mon choix. trouvé, moi, Martin. Puis là, maintenant, ce qu'on voit dans les pratiques, c'est qu'il fait bien. Il fait bien. Puis là, il Oui, est tout à devant fait. Isaac Hadjar, quand même. On ne fera pas rien avec ça. C'est simplement la Mhm. première, la séance, la deuxième séance du vendredi. Mais quand même, Lindblad qui se retrouve devant une Red Bull. Je suis persuadé qu'Hadjar, c'est pas ce qu'il veut voir. Il dit, moi, j'étais dans cette Non, voiture-là l'année dernière. J'ai changé. Je suis rendu dans la grande écurie. Je suis pas supposé d'en voir une blanche en avant de moi. Mais Lindblad a réussi à le faire durant les essais. Je le disais, Hadjar qui suit Ocon par la suite, Berman qui ben oui. retrouve sa 11e place. Hein, c'est bonnes habitudes, toujours Ouais, 11e, Oliver c'est Berman. son endroit à lui, c'est son spot. Hülkenberg, d'autres écuries qu'on parle moins, mais Audi fait quand Oui, même bien côté évolution super Audi. technologie. Mhm. On développe notre propre moteur. Ensuite, suivi par Lawson, Bortoleto, Albon, Gasly, Sainz, Colapinto, Wouhou. Bottas, Alonso, Stroll et notre ami Sergio Perez, qui a trouvé le moyen d'être encore dernier, mais c'est sa voiture qui Ouais, s'est arrêtée en bord de piste. Donc, les problèmes de fiabilité se poursuivent du côté de Cadillac. On le disait tantôt, hein, situation Aston Martin, on développe le moteur, on développe le châssis, on a tout plein de problèmes. Cadillac, on se concentre simplement, avec les guillemets à François Goulet quand je dis simplement, sur le châssis, puisqu'on a un moteur Ferrari qui fonctionne très bien dans la Haas, fonctionne très bien dans la voiture de la Scuderia. Donc, je trouve qu'on n'a pas trop ces raisons-là, sauf que quand même, vous m'avez dit, Martin, sois patient en début de saison. Ben, je vais être patient avec eux. C'est quand même une nouvelle écurie, mais on veut pas les voir là, s'arrêter en bord de piste. On veut pas voir ça. Surtout non, qu'Aston ouvre la porte à ce qu'on peut être compétitif puis saisir les opportunités du côté de Cadillac. Donc, il faudrait quand même saisir notre chance. Parlant de saisir notre chance, j'ai envie de te demander ta prédiction pour la pole de ce soir. On va dire ce soir, parce qu'à cette ouais, heure-là, c'est vrai. ce soir. Écoute, je vais y aller avec un choix très champ gauche. Je vais dire Max OK. Verstappen. Pour Ah la ouais. simple. Ouais, OK. Puis la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que j'ai l'impression que il nous a pas tout montré ce que la Red Bull peut. Mhm. J'ai confiance peut-être en, en, en termes de récupération d'énergie sur Ton un tour. intelligence de course, hein, C'est c'est ça. ça, et Ouais. sa façon de le gérer. Donc, tu sais, puis tu dis tout le temps, c'est dur de parier contre Verstappen. Ce que je dis là, c'est vraiment là, je me base sur certaines choses que je sais, mais ça se peut que je me plante bien gros. Mais je vais dire Verstappen parce que j'ai comme confiance. Puis c'est drôle, Juan Pablo Montoya en a parlé aussi, que la Red Bull ne nous a pas tout montré Non. ce qu'elle est capable. Donc, je vais dire ça. Puis si j'ai raison, ben bien, vous me lancerez des fleurs. Juste pour remettre en perspective, on a parlé de l'excursion hors piste. Il y a aussi sa Ouais. voiture qui s'est arrêtée dans la ligne des puits au début. Donc, Ouais, ça s'est mal passé pour ça. c'est ça. Il a perdu énormément de temps aujourd'hui, mais il est quand même 6e dans la colonne des temps. Donc, il y a quand même quelque chose de positif à tirer de ça. Là. Il n'a pas passé autant de temps, puis il y a eu beaucoup de distractions. Il a quand même été capable de trouver la performance de la voiture. Puis même quand on était les premiers à se lancer en piste, il était compétitif. Moi, c'était mon choix.
pour la pole, Ah Max ben, Verstappen, mais je le prendrai pas. Je vais prendre Charles OK. Leclerc pour faire C'est bon, différent. ça. Je souhaite de tout mon cœur que ce soit une Ferrari et non un moteur Mercedes pour les raisons qu'on a évoquées en T'as début raison. d'épisode. J'aimerais ça partir ça du bon pied puis pas avoir les distractions puis tous les commentaires du monde. Ah, on le sait, c'est arrangé, Mercedes. Ben ouais. Puis justement, la chronique de Simon Bachand cette semaine, week-end de course, le bienvenue en Australie, faisait appel à la patience pour ce premier Grand Prix de l'année. Donc, tu sais comment j'aime écouter le sage du F1 podcast, Simon Ouais. Bachand. Donc, je veux dire, je vais faire comme lui. Je vais être patient en début de saison. Et je répète rapidement la question du jour pour que les gens puissent participer par Sona Viking, qui a maintenant pignon sur rue à Laval. Donc, prenez votre rendez-vous. Vous pouvez les trouver au sonaviking.com. La question du jour vous demande combien de voitures vont finir l'épreuve. Vous aurez un choix de réponse qui va accompagner ça. François, merci beaucoup d'avoir été là avec nous ce matin, si tôt. Et je Ça te fait souhaite plaisir. une excellente saison de Formule 1, mon cher ami François. Pareil, Martin, puis merci d'avoir enduré ma voix et aux auditeurs de l'avoir fait tout au long de l'épisode. Si vous êtes toujours là, je vous remercie beaucoup. Puis bonne saison à vous. On se reparle très bientôt. Qui sait, ça te vaudra peut-être le nouveau surnom de voix de velours. Ciao. C'est ce qui complète notre épisode du vendredi 6 mars. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course en Australie. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que LinkedIn, et à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube, ou même Amazon Music qui a aussi notre balado en disponibilité dans leur bibliothèque. Et bien sûr, cliquez sur la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.